Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rosdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle. Aujourd'hui, je j'entreprends mon petit voyage sur le sujet de l'éducation. Donc, je vais parler de Case Against Education, Why Education System is a Waste of Time and Money de Brian Kaplan. C'est le professeur d'économie à l'université George Mason aux États-Unis. C'est un livre aux éditions Princeton, Princeton Press. Donc, c'est un livre en 10 chapitres. Traite en gros comment un économiste euh, peut essayer de reprendre, par exemple, des études en psychologie, des études en économie, des études en sciences sociales, de l'histoire, afin d'expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans les universités et dans les écoles. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'un diplôme, par exemple, le DES, est-ce que ça vaut la peine d'aller de l'avoir si on est un X étudiant? Est-ce que le diplôme de cégep, c'est la même chose, diplôme de bac, en fonction c'est de trouver des métriques. Donc, on veut trouver des mesures d'efficience, de production, de rendement. Donc, c'est un économiste qui essaye de voir est-ce que ça vaut la peine de s'endetter, par exemple, pour aller faire un baccalauréat, s'endetter de 50 000, 30 000 dollars. Est-ce que ça vaut la peine? Selon par exemple, est-ce qu'on est un étudiant à niveau normal ou est-ce qu'on est un bon étudiant ou est-ce qu'on est un étudiant excellent? Donc, première chose, quand on essaie de faire ça, quand on fait un peu d'économie, c'est pas l'endroit où on part d'anecdotes pour essayer de généraliser. Par exemple, moi, j'étais un bon étudiant, mais j'étais un excellent étudiant en fait, mais pas conformiste et je ratais beaucoup l'école. Donc, ça me met un peu plus bas. Euh, En général, j'ai pas vraiment aimé mes expériences à l'école, même si j'étais un excellent étudiant. Euh, je rate en moyenne un jour sur 6, là, 30 jours par année sur 180 jours, 30 sur 150 quand que je suis à l'université. Tandis que ce gars-là, Brian Kaplan, lui, c'est un étudiant aussi excellent, mais il adorait ça l'école. Donc, on a deux perspectives qui sont différentes, qui arrivent à la même conclusion. Donc, il y a trop d'éducation, ça c'est la prémisse. Il y a trop d'éducation et le trop d'éducation a des effets sociaux individuels qui font qu'il y a des phénomènes qui apparaissent dans les sociétés occidentales qui vendent trop l'éducation. Donc, on a des anecdotes d'un côté, on a les statistiques de l'autre. À partir de statistiques, là, on peut essayer de voir des effets de masse, des effets de groupe, qu'est-ce qui se passe dans la société, les cohortes, tout ça. Fait que ça veut pas dire que parce que vous avez vécu X, que les statistiques sont contredites par votre expérience. Euh, OK? C'est important. Parce que oui, on va le voir plus loin, l'impact individuel de l'éducation est probablement très grand dans le chemin, le parcours que vous avez vécu, mais au niveau social, c'est pas la même chose qui arrive. Au niveau sociétal, au niveau de la nation, au niveau de la civilisation, c'est pas ce qui se passe. Donc, pour plus de la majorité, l'éducation c'est une forme de torture. Oui, ça on l'accepte aussi parce que beaucoup de gens se sentent très mal, rester assis pendant 3 heures à écouter quelqu'un parler. Souvent, c'est des personnes qui ne sont pas très intéressantes de base. Oui, il y a des excellents professeurs, ça existe des exceptions, j'en ai eu, mais en moyenne, on n'a pas l'impression de généralement sortir de là grandi à toutes les 15 semaines du programme. Les cursus sont inutiles à presque 100%, dépendamment qu'est-ce qu'on en choisit comme diplôme. Même par exemple quand on prend un diplôme de génie, on va avoir beaucoup de cours qui sont inutiles quand on compare les compétences qu'on acquiert durant les cours et ce qu'on va utiliser
sur le plancher des vaches, dans ma job comme ingénieur, qu'est-ce que je vais regarder dans les plans, quelle formule je vais utiliser, quel type de physique je vais faire, quel type de mathématiques je vais utiliser, les outils que je vais utiliser. Tout ça, c'est pas très très concordant. Même on dit en général, ouais, la dernière année, blablabla. Même à dernière année, il n'y a pas plus de. Il n'y a pas tant que ça de cours qui sont plus utiles pour les compétences. Les étudiants ne retiennent pas la matière. Euh, Ça s'appelle le fade out effect. Les emplois n'utilisent pas les connaissances des diplômes. En fait, on se rend compte de plus en plus que, en fait, c'est des signaux. Fait que là, c'est ça le gros combat du livre, là, c'est de s'attaquer à l'orthodoxie des économistes en travail, de travail, labor economist. Donc, le consensus, le card consensus qu'ils appellent, là, ils vont utiliser plus la théorie du capital social, human capital, capital humain, afin d'expliquer que plus qu'on va à l'école, plus qu'on s'en ressort grandi de manière constante chaque année. On devient plus en plus compétent, on apprend des choses et là, cet humain devient plus épanoui, plus fort, plus rempli de compétences. Et à cause de ça, ça explique tous les bénéfices de l'éducation et les bénéfices sociaux découlant de plus d'éducation donc par la masse, là, par les statistiques, les moyennes. Euh, et là, dans le fond, Brian Kaplan, il se heurte à ce consensus-là avec sa propre idée qui s'est formée tout le long de son cheminement scolaire durant sa vie. J'étais d'accord à peu près avec 99% de ce qu'il dit dans ces livres-là. C'est un libertarien en passant. Moi, je suis un libertarien, ça va souvent ensemble. Et donc, c'est ça. Il s'attaque au consensus de la théorie du capital humain en appliquant plutôt la théorie du signaling, donc les signaux. Euh, Ce que l'éducation va montrer, va donner, c'est des signaux. Donc, on va avoir des employeurs, des politiciens, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, qui va, quand vous flashez votre diplôme, euh, va vous donner plus de valeur ou moins de valeur. Donc, c'est un peu la manière théorétique en économie de parler de ce que je parle souvent quand je parle de bobo urbain éduqué. Donc, c'est le diplôme qui est plus important maintenant que le salaire. Euh, on le voit quand on se rend compte de la prégnance de ce signalement euh, dans l'analyse économique de tout ça. Et ça ne veut pas dire que c'est 100% signaling, 100% capital humain. En fait, grosso modo, là, il donne une grosse plage, un gros intervalle. Il dit, Brian Kaplan, il dit, c'est en général soit 60-40, 60% signaling, puis 40% capital humain, jusqu'à 80-20. 80% signaling, 20% capital humain. Donc, mais c'est plus important que ce qu'on le suggère dans les études des économistes en travail. Et pour essayer de trouver ces pourcentages-là, trouver à quel point c'est important le signaling, on va créer des cohortes. On va essayer d'analyser des données en particulier, des mesures. On va faire des statistiques de base, c'est ce qu'il fait. Il n'essaie pas de construire des gros modèles. Il utilise des statistiques de base appliquées sur quatre types d'étudiants. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, là, excellent, bon. Les deux derniers, c'est fair puis poor. Donc, régulier, qu'on va dire, et faible, étudiant faible. Euh, on va chiffrer les gains sociaux ou individuels de chaque année d'études, chaque type de diplôme, chaque niveau de diplôme. Euh, on va cartographier tous les phénomènes, les variables, les attributs individuels, essayer de chiffrer ça. Et c'est pour désagréger ces données-là. Euh, donc, on va essayer de calibrer. On essaie de calibrer des mesures pour analyser des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Et quand
Brian Kaplan a fait tout ce travail-là. Ce qu'il voit, dans le fond, c'est que l'éducation, présentement en Occident, il y a un phénomène, il y a plusieurs phénomènes négatifs. Puis ça, c'est parce qu'il y a trop d'éducation, trop de valeur accordée au diplôme, et ça a des impacts chez les diplômés et chez les non-diplômés. Et même, ça a un impact au niveau national, au niveau de la main-d'œuvre. Par exemple, la pénurie de main-d'œuvre. Une partie des problèmes de main-d'œuvre qu'on a, c'est parce qu'il y a trop de diplômes, parce qu'il y a même trop d'étudiants qui s'essayent à l'université. Euh, donc, il se rend compte aussi, on est encore dans l'introduction, il se rend compte que euh, le plus important vraiment, c'est quand on forme un étudiant au secondaire, même jusqu'au secondaire 5 environ, là, les trois compétences les plus importantes, c'est vraiment lecture, écriture, numératie, donc un peu de calcul, là, faut être capable d'additionner, soustraire, multiplier, diviser. C'est vraiment le plus important. On a dans le cursus d'un DES trop de cours secondaires qui servent à rien. Les cours d'histoire, les cours de sciences même. Il faut juste garder les cours de maths. Les cours d'écologie, les cours de développement durable, ça c'est la grosse mode. On a les cours de art plastique, musique, tout ça, là, il y en a trop. Donc, il faut vraiment donner plus de place au français. Même les langues alternatives, ça marche pas. Donc, français, lecture, écriture, orale, on a les mathématiques, c'est vraiment, faut donner le plus d'heures à ça. Et ça, je vais le parler à la fin aussi, le parascolaire va être très important à développer aussi. En fait, ce qui se passe avec les professeurs puis les enseignants, c'est que les compétences qu'ils transmettent, ce ne sont pas des compétences pour monsieur, madame, tout le monde, mais ce sont des compétences qu'ils ont appris dans leur parcours d'enseignant. Donc, ils transmettent à des étudiants qui ne seront pas des professeurs. Ils transmettent à ces étudiants-là des compétences liées à la profession d'enseignant et professeur. C'est ce qu'ils sont capables de faire de mieux. Ils transmettent ce qu'ils savent. C'est pour ça que moi, je milite activement pour euh, que ce soit la fin du programme de pédagogie à l'université, puis qu'on donne des postes d'enseignants à des gens qui ont des bacs en histoire, en français, en mathématiques, en sciences. Donc là, ils vont pouvoir être capables de transmettre des compétences liées à leur travail pour de vrai. Euh, mais ça, c'est le genre de choses qui fait très mal, qui se heurte souvent à l'orthodoxie donc de l'éducation. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, euh, le modèle de l'éducation en Occident provient de la tradition des humanistes de la Renaissance. On revient souvent à la Renaissance dans mes émissions, dans mes podcasts. Donc, les humanistes, dans le temps de Machiavel, Gio Cardini, on a Lorenzo Valla, tous ces grands Italiens-là, ces humanistes, pensaient être capables, en éduquant la vertu, les nobles et les rois, les ducs, tout ça de cette époque-là, il allait faire d'eux des hommes vertueux qui allaient faire progresser la société. Ce fut un échec. Machiavel va déconstruire toute cette histoire-là rendue à la fin de la Renaissance. Euh, et donc, on peut dire que le signaling, c'est vraiment pas ce que les économistes qui s'opposent à ça vont en faire comme portrait. Ils vont dire que c'est juste du signalement à 100%. Ils vont dire que ils vont caricaturer la théorie. Mais quand on accepte l'idée de base que euh, les savoirs sont inutiles et on n'est même pas capable de les garder en tête après un ou 2 ans. Tout ce qu'on a appris est perdu en général. Quand on accepte cette idée-là, on peut accepter l'idée que jusqu'à 60-80% de tout ce temps-là, c'est vraiment euh, pour signaler des attributs en particulier, entre autres l'intelligence. Mais ce n'est pas que l'intelligence, c'est
trois choses en gros. Un, l'intelligence. Deux, la conformité. Et trois, la conscienciosité. Donc, être consciencieux, c'est terminer ce qu'on entreprend. C'est pour ça que ceux qui sont pas capables de terminer, par exemple, le baccalauréat, par exemple, quelqu'un dans ma situation, moi, c'était à cause de considérations santé puis économique que j'ai pas été capable, mais ceux qui sont comme dans ma situation, c'est les pires. Au niveau économique, au niveau social, il n'y a pas pire situation que ça. Il faut être capable de terminer ce que vous entreprenez. Sinon, le signal, même si vous êtes super intelligent, le signal va être vous êtes très peu consciencieux, vous n'êtes pas capable de terminer ça. Donc, chapitre 1, la magie de l'éducation. Donc, une petite citation ici. Là. The puzzle isn't merely the weak tie between curriculum and labor market. The puzzle is the weak tie between curriculum and labor market combined with the strong tie between educational success and professional success. Donc, c'est pas juste le fait que y a un lien entre votre diplôme puis le marché du travail. C'est avec le faible lien que, entre ça, plus vous avez un succès éducatif, plus vous aurez un succès dans le marché du travail. C'est ce lien fort qui est le plus important et on le voit en bas de l'échelle en premier. Donc, chez les étudiants faibles qui, même il y a 100 ans, ne terminaient pas leur diplôme secondaire, ben, on avait un gros marché de l'emploi avec des étudiants sans diplôme, sans DES, et ça faisait qu'ils étaient tous égaux au niveau des credentials, là, au niveau des diplômes. Et là, aujourd'hui, vu qu'il y a plus de DES qui sont des certificats d'employabilité, ça fait que ces étudiants faibles-là, qui sont pas capables de terminer le DES, sont encore plus mal vus qu'ils l'étaient avant. Et donc, ce mépris-là les expulse plus facilement du marché de l'emploi. Alors, c'est quoi la magie de l'éducation? Est-ce qu'il y a une corrélation ou est-ce que c'est une causalité? Donc, les basiques du signaling, c'est trois choses. Faut on va partir de l'idée qu'il y a plusieurs types d'étudiants au niveau statistique. Donc, je l'ai dit, excellent, good, fair, poor. Deuxièmement, individuals types must be non-obvious. Donc, on ne doit pas regarder la personne et voir assez facilement. Ça, c'est un excellent étudiant. Ça, c'est un bon étudiant. Ça doit se voir avec des données, mais pas des données qui sont aussi faciles à voir que, par exemple, la couleur de peau. Et types must visibly differ on average. Donc, ça veut dire que si on fait la moyenne dans ces types-là, il doit y avoir une variance dans les profils, dans les statistiques. Donc, on doit voir plusieurs signaux différents. C'est comme ça qu'on va être capable d'analyser à quel point il y a du signaling, à quel point c'est du capital humain. Donc là, on fait de la discrimination statistique. C'est comme ça que les employeurs fonctionnent. Comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Je veux dire, monsieur, madame, si vous circulez dans la rue à 2 heures du matin dans une métropole, vous aurez typiquement vous ferez des jugements de la discrimination afin de ne pas rentrer dans une situation problématique. Si vous attendez un coup de feu, vous n'allez pas aller en direction du coup de feu. Si vous voyez un groupe de badauds qui ont des couleurs rouges ou bleues dans Montréal-Nord, vous n'irez pas à leur rencontre. Donc ça, c'est des choses de base qu'on va faire automatiquement. C'est pas mal. Dans une entreprise, surtout plus qu'on a des entreprises avec un nombre d'employés gigantesque, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de faire l'analyse d'une semaine de travail, de profilage pour le prochain poste qui va s'ouvrir. On a souvent évalué des centaines de personnes qui vont postuler à un emploi, des fois des milliers. On doit avoir la capacité à avoir des signaux qui vont nous permettre de trouver les meilleurs profils
d'employabilité des personnes. Et là, on se rend compte que, en fait, les employeurs, la meilleure chose qu'ils pourraient faire pour trouver les meilleurs employés, c'est tout simplement des tests de QI. Mais ils n'ont pas le droit. La deuxième meilleure chose qu'ils peuvent faire en recherchant des employés avec des hauts QI et d'autres qualités, euh, conformité et conscienciosité, euh, ben, on va regarder le diplôme acquis. Donc, le dernier diplôme, le plus haut niveau éducatif atteint, c'est une bonne manière pour eux autres de filtrer des gens qui vont être peu consciencieux et peu conformistes. Et là, vous allez dire oui, ok. Mais là, moi, je suis très intelligent, je suis capable de pallier le conformiste et l'anticonformiste et le manque de conscienciosité que j'ai. C'est pas ça qui se passe. En fait, plus qu'on va avoir un signal qui va être hétérodoxe, qu'on va dire qui est en dehors de l'étudiant moyen bon ou l'étudiant fair, quand on va avoir quelqu'un qui va envoyer le signal très fort d'intelligence, on le sait de base, c'est un alerte. Ça veut dire que je pallie à d'autres choses. Donc, les employeurs le savent et c'est pour ça que c'est très difficile de percer, même si vous essayez de toutes les manières que vous voulez de montrer votre intelligence, de signaler votre intelligence, ça ne marche pas. Ça va backfire, qu'on appelle. Euh, donc, les corporations filtrent les profils grâce au diplôme. Donc, c'est ça. Le standard qu'ils choisissent, c'est plus facile d'analyser le niveau éducatif que d'autres choses. Euh, il va ajouter, Brian Kaplan, d'autres qualités non liées à l'éducation. Par exemple, euh, ça va signaler l'éducation. Le diplôme va signaler une famille prospère, des attitudes cosmopolitaines et une appréciation pour les films étrangers. Les exceptions, ça existe. Et si on montre par exemple euh, que, le, que ce qu'on voit là, dans le fond, c'est que plus qu'on monte en éducation et donc qu'on veut monter en statut social, il y a un phénomène de locked-in syndrome qui arrive. Donc c'est comme une course dans laquelle vous allez devoir vous battre avec les autres personnes qui vont essayer de postuler aux emplois que vous allez postuler. Donc des gens qui ont le même niveau éducatif. Et donc c'est une course qui est toujours en cours. Là. On monte à chaque fois qu'on pousse les gens à aller en éducation, donc à monter en bac, monter au deck, plus qu'au niveau national, la cohorte monte en niveau éducatif. Et là, il y a un phénomène qui s'appelle le credential inflation qui s'installe. Donc, comme avant, sans diplôme de secondaire 5, on était capable d'avoir des jobs non qualifiés qu'on appelle. Ben, aujourd'hui, ça prend un DES. Demain, ça va prendre un diplôme, un DEC. Ensuite de ça, ça va prendre un bac. C'est ce qui se passe souvent dans les pays socialistes. Donc, l'éducation gratuite, ça a des effets. Donc, quelques points de plus qui expliquent pourquoi que le signaling, ça fonctionne et pas la théorie du capital humain pour tout expliquer. Donc, la magie de l'éducation. Euh, le signal, c'est pas juste 100% signal. Donc, il y a une partie humain capital qui est acceptée chez les économistes comme Brian Kaplan. Le signaling, c'est pas juste l'intelligence que ça signale. Euh, le signaling, ça devrait pas prendre plusieurs années afin de comprendre ce que ça montre chez une personne en particulier, un individu. Euh, Ce qu'on va voir plus loin, la capacité des employeurs à analyser leurs employés, à les comprendre, à voir leur niveau de productivité, voir leur niveau de conscienciosité, leur conformisme, leur intelligence. C'est pas, ça devrait pas prendre des années, mais en fait, ça en prend plusieurs décennies, deux décennies avant qu'un employeur comprenne assez bien son employé. Euh, Dans un marché de l'emploi, par exemple, on ne peut pas, on ne peut pas afficher des signaux et qui correspondent pas à notre valeur pendant longtemps. Le marché va assez rapidement comprendre qu'on est un bon employé ou un mauvais employé. Euh, Souvent, les corporations aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle le hires remorse.
Donc, on va embaucher quelqu'un qui a un beau CV avec des beaux diplômes et tout ça. Et là, on va se rendre compte que c'est un mauvais employé. Et on va se rendre compte donc que les références qu'ils nous ont données à ces anciens emplois, c'était pas vraiment. Il n'a pas vraiment décidé d'aller voir ailleurs. On l'a plutôt ce qu'on appelle de-hire. On va l'avoir poussé à aller voir ailleurs en disant tu vas avoir une bonne référence. Et là, on va transmettre le fardeau à la prochaine firme qui va l'embaucher. Et là, ça arrive souvent, ça. Deuxième chose qui arrive, c'est que les employeurs n'aiment pas nécessairement virer leurs employés. Ils se sentent très mal au niveau personnel quand ils ont à faire ça. Et donc, c'est très difficile. Donc, euh, au lieu de les virer, ils vont les de-hire, qu'on dit. Euh, la meilleure éducation est déjà gratuite. Donc, si la théorie du capital humain était à 100% vraie, ou même 50% vrai, si avec l'accès des médias, des encyclopédies, du contenu, des cours, de meilleurs profs au monde, des plus grandes universités, avec des livres de presse universitaire, si avec tout ça, ça n'a pas vraiment d'impact, c'est parce qu'il se passe de quoi? Il y a d'autres choses que du capital humain. Il y a du signaling. Et septième chose, euh, pourquoi quelqu'un qui a une mémoire excellente, mais qui n'a pas le diplôme, parce qu'il l'a raté, pourquoi cette personne-là a zéro du rendement de la valeur du cours, tandis que la personne qui a reçu son diplôme, mais qui a aucune mémoire parce qu'elle a tout oublié de ses 3 années d'études, pourquoi elle a tous les bénéfices de son diplôme et moi aucun? Hein? Pensez-y à ça. Ça explique bien les choses quand on y pense. Huitième chose, pourquoi dans les écoles d'élite, les cours les plus faciles sont les plus courus? Neuvième chose, pourquoi les étudiants font de la fraude, donc vont utiliser quelqu'un pour travailler à leur place dans leurs travaux ou vont copier durant un examen? Pourquoi? Et pourquoi ils réussissent quand même à s'en tirer après avec un diplôme qu'ils vont avoir fraudé? Pourquoi? Euh, pourquoi les étudiants sont tous heureux quand le cours est annulé? C'est des choses qui expliquent pourquoi, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui vont à l'université et qui sont là juste pour le diplôme. Ils sont pas là pour d'autres choses. Ils sont pas là pour apprendre. Ils sont pas là pour se développer comme personne. Ils sont là pour remplir des conditions afin de rentrer sur le marché de l'emploi. Chapitre 2. The puzzle is real. L'ubiquité de l'éducation inutile. Donc, c'est un chapitre sur l'inutilité de toutes les cours. Il va faire une étude détaillée de toutes les notions inutiles dans les cours, dans les cursus, les compétences inutiles. Donc, il faut qu'on fasse des mesures de tout ça. Il se rend compte qu'il y a qu'est-ce qui est très présent, c'est le fade-out effect, donc la perte de rétention plus qu'on apprend. C'est surtout les cours les plus basiques qui sont les plus importants. Il n'y a pas de transfert de compétences. Les étudiants ne sont pas capables d'appliquer dans la vraie vie ce qu'ils avaient à apprendre dans leurs cours. Ce qu'ils apprennent, c'est à être professeurs. Donc, ils vont faire leur profession de foi. Et quand ils vont essayer d'appliquer ça, d'appliquer par exemple ce qu'ils vont apprendre en sciences dans le vrai monde, ben, ils sont incapables de faire ça. Euh, College students are bad at reasoning about everyday events. Despite years of coursework in science and math, college science teaches students what to think about topics on the syllabus, not how to think about the world. Donc, on est capable de recracher ce qu'on apprend dans le cursus, mais on n'est pas capable d'appliquer ce qu'on apprend dans le cours dans la vraie vie. Euh, la plupart des connaissances qu'on a à l'école, c'est des connaissances inertes. Donc, c'est très bon pour génie en herbe, mais c'est pas bon pour d'autres choses. Durant les vacances d'été, on perd la plupart des choses, la plupart des compétences qu'on a acquises. Dès qu'on rate l'école pendant plusieurs jours, donc
pendant une pandémie. Ça fait baisser le QI. Quand on délaie l'entrée des classes, ça fait baisser le QI. Euh, c'est très facile de monter son QI, donc d'étudier pour avoir des meilleurs tests. Après ça, ça n'a aucun gain en long terme. Euh, Si l'éducation fonctionnait vraiment, si on faisait en sorte de monter le QI avec un excellent système d'éducation, avec de la vraie éducation, pas juste apprendre les tests, là, on aurait des hausses dans d'autres qualités cognitives que celles visées par le test de QI et on ne le voit pas. On ne le voit pas dans les systèmes d'éducation, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, en général, qu'on va dire, c'est tous les gains du QI par les méthodes d'apprentissage, les méthodes pédagogiques qui sont les plus courues présentement, c'est des gains hollow, donc des gains très faibles, creux, qui ne vont pas avoir d'impact dans les cohortes. Euh, les programmes Head Start, par exemple, faire rentrer l'après-maternelle à 4 ans, ça n'a pas vraiment d'effet. Ça ne dure pas longtemps. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle le conventional learning, donc les DEP, les diplômes professionnels. Donc, ça va être le plus beau qu'il y a comme alternative pour l'éducation académique des étudiants faibles. Ça va être aller faire un DEP. Ça, c'est quelque chose qui est excellent au Québec. Donc, le meilleur modèle au monde, c'est le modèle allemand. Et là, quand Brian Kaplan s'est rendu compte que il est arrivé quelque chose dans le système éducatif occidental, avant, les enfants, donc de 4 ans à 15 ans, on va dire, là, 4 ans à 15 ans, vont avoir beaucoup d'activités parascolaires, beaucoup de jeux non supervisés par des adultes. Et rendus à 15, 20 ans, ils vont au collège, à l'université, au cégep, ils vont avoir beaucoup de temps mis pour l'apprentissage, pour les devoirs, les travaux, tout ça. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Donc, on sur-éduque les enfants de 4 à 15 ans et les jeunes adultes, les adolescents, n'étudient plus. Ils ne font que jouer quand ils sont dans les éducations postsecondaires et même en secondaire 5, en tout cas. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut qu'on comprenne que en poussant les jeunes à aller au cégep à l'université quand ils sont pas prêts, s'endetter même, à les pousser à s'endetter, et là, en poussant tous ces gens-là à aller à l'université, on crée une course vers un conformisme qui crée vraiment un débalancement entre les niveaux les plus bas des classes sociales et les niveaux les plus élevés. C'est vraiment étrange comme phénomène de société quand on regarde l'impact de la suréducation, là. Et là, il faut qu'on comprenne que l'éthique qu'on a à l'école et l'éthique au travail, c'est pas la même chose. Euh, Brian Kaplan l'a dit, là, School elevates abstract understanding over practical result, passing exams over passing the market test, and fairness over dollars and cents. Fait que là, c'est ça qui se passe. C'est que la valeur de l'éducation est surévaluée présentement et ça pousse tout le monde à la grade inflation, credential inflation, les diplômes gratuits, l'inflation des diplômes. Et le plus important qui devient central dans tous ces établissements postsecondaires-là, c'est le peer effect et le sheepskin effect. Là, je vais aller voir au prochain chapitre. Là. Le peer effect, c'est, dans le fond, plus qu'on est bien entouré au niveau du réseau, plus on va avoir des meilleurs prospects professionnels. Et le sheepskin effect, c'est donc la valeur du diplôme, c'est vraiment proche de 100%, 80%, 100%. C'est vraiment juste le signaling et un petit peu de la valeur du diplôme est sociale.
Donc, on a un déséquilibre entre ce qu'on va donner aux individus et ce que la société va retirer du diplôme. Donc, chapitre 3, The Puzzle is Real and Some Rewards of Useless Education. Donc, les bénéfices inutiles de l'éducation. Donc, dans ce chapitre-là, c'est le Ability Bias que Brian Kaplan va étudier. À quel point, euh, quand on regarde que c'est plutôt le signalement, les signaux qui sont pris en compte à l'éducation, ça veut dire donc que l'éducation ne fait que trier les bons étudiants et les mauvais étudiants, et donc que le biais des habiletés, des attributs innés ou de classe de l'étudiant sont ce qui est évalué. Et donc, est-ce que l'éducation forme de meilleures personnes ou est-ce que plutôt elle ne fait que les juger? Est-ce que c'est le sculpteur ou est-ce que c'est celui qui donne le prix à la sculpture? Euh, donc, on va essayer de trouver des mesures en prenant le niveau du QI comme étant constant. On va étudier en fonction des profils des étudiants et euh, Brian Kaplan se rend compte que dans les études des économistes, il y a beaucoup de recherches incomplètes et ils font tout le temps de la causalité inversée. Donc, prendre une cause pour un effet ou un effet pour une cause. Ils vont rater un nombre important d'habiletés dans ce qu'ils vont essayer de retirer dans. Il y a un peu un réductionnisme épistémologique. Donc, il va dire, Kaplan dit qu'il y a un manque de mesures chez les économistes. Correcting for ability gives the education premium quite a haircut, but not a shaved head. Education has a large payoff in every scenario, but the payoff you think you see is bigger than the payoff you really get. C'est ça qui se passe. Ça veut dire que à cause de l'éducation gratuite qui pousse les gens à aller à l'école, euh, on a réduit la valeur relative du diplôme. Donc, il n'y a plus assez de triage qui se fait. Euh, donc, c'est une bataille qu'il y a contre le card consensus. Et là, le card consensus, qu'est-ce que c'est? La théorie orthodoxe dit que c'est, vous savez, là, le brin d'herbe, le brin de blé. Donc, il y a une partie de blé, une partie de tige qui est inutile. Et c'est ce qui est important à l'éducation. Et là, il fait une analyse de tout ça. Là, il explique que par année, on, on a toujours un bonus plus important de retour dans les années avec le diplôme. Et il y a un impact au niveau des cursus. Et même dans les cours inutiles, on a des gains économiques. Ça veut dire, pour toutes ces raisons-là, que ça n'a pas de sens de dire qu'il y a une partie bonne, une partie mauvaise, une partie inutile à l'éducation, puis là, en général, ça donne le blablabla. Non, on se rend compte que les diplômes les plus importants, qui donnent des bonus, sont diplômes vocationnels, donc professionnels, sciences pures, les business, ce qui est un peu une aberration parce qu'ils apprennent presque rien de compétences utiles, les génies, et on a un gros. euh, les deux premiums les plus importants, c'est vraiment le DES et le bac. Mais ça, c'est aux États-Unis. Fait que je sais pas c'est quoi à quel point le cégep préuniversitaire a un impact. Moi, je crois que parce qu'au Québec, on a poussé les gens à aller au cégep, le diplôme préuniversitaire du cégep a plutôt remplacé le DES, je pense, dans certains coins. Là. Je pense on peut voir ça dans certains milieux. Euh, donc, les phénomènes qu'on a vus liés à l'inflation des diplômes, pourquoi que ça arrive? Ben, c'est à cause des gouvernements qui demandent pour les fonctionnaires un diplôme de base. On a les syndicats gouvernementaux qui ont milité activement à ce genre de. À aux subsides accordés à l'éducation. Euh, les cours obligatoires demandés dans des postes en particulier, des emplois en particulier.
Et on a la dernière chose que je vous ai dit tantôt, le IQ laundering qu'on appelle. Donc ça, c'est quand les firmes font assemblant de faire des tests de QI juste en checkant le diplôme. Euh, et là, certaines personnes vont dire que y a des bénéfices qui sont sous-estimés à l'éducation. Kaplan les analyse, donc ils vont parler de l'effet du chômage, l'effet sur les pensions, les assurances. Il va se rendre compte que l'effet sur le chômage, c'est du les biais des habiletés. L'effet sur les pensions, c'est le bénéfice du niveau éducatif, donc du signaling. Et souvent, donc, c'est absolument des mauvaises mesures. Mismeasurement of education shrinks the perceived education premium. Labor economists overestimates. They also don't correct for ability bias. Donc, ils vont surestimer les effets positifs de l'éducation et ils vont manquer des biais d'habileté liés à la personnalité et à l'intelligence en particulier. Donc, je vais vous lire rapidement le sheepskin effect parce que c'est très important dans le livre. Suppose you're one class away from a BA, you're biking to the final exam, secure in your mastery of the coursework. Suddenly, a car smacks into you. Thought your injuries are minor, you miss the test. The professor denies you a makeup, so you flunk the class and fail to graduate. Donc, tu manques ton examen et ton prof refuse que tu prennes la reprise. When your outrage cools, you wait your option. Should you enroll for one more semester to complete your diploma or give up? Donc, est-ce que tu continues? Toute la vraie vie et la théorie du signaling va dire de t'enrôler pour la dernière session pour finir. Le capital humain va dire bah, pas vraiment. Tu peux arrêter, il n'y a pas de problème, tu as déjà des gains. Mais non, faut pas. The signaling model, in contrast, advised you to finish what you started. In our society, graduation is a sacred milestone. Graduation tells employers, I take social norms seriously and have the brains and work ethic to comply. Quitting tells employers, I scorn social norms or lack the brain and work ethic to comply. Ça veut dire que si tu quittes, ce que tu donnes comme signal, c'est que tu es un non-conformiste et tu manques le cerveau ou l'éthique de travail pour conformer aux normes sociales. If you graduate, the signaling model says the market will lump you with the winners and pay you a special diploma bonus, often called the sheepskin effect, because diplomas used to be printed on sheepskin. If you quit, the signaling model says the market will lump you with the losers and withhold the sheepskin reward. After all, employers won't know why you failed to finish your degree. They'll only know you failed. Donc, le seul signal qu'ils savent à 100%, c'est que tu l'as raté. Peu importe ce que tu vas dire à ton entrevue, sur ton CV, la seule chose qu'ils savent, c'est ça. Fait que le plus gros de ce que ton diplôme va donner comme information, c'est le sheepskin effect. Chapitre 4, Signs of Signaling. Il commence donc avec le sheepskin effect. Donc on va voir que le secondaire 5, le bac, c'est le plus important. Je dirais même le DEC, c'est le plus important maintenant pour le prix universitaire. Ce que le sheepskin effect montre, c'est qu'il y a une limite inférieure au signaling. Donc il y a un effet minimum du signaling sur votre valeur en tant qu'employé. Deux autres effets du sheepskin effect et du fait qu'il y a trop d'éducation. Premièrement, dans la plupart des gens qui sont des bacs et plus, il va y avoir un mal employment qui appelle mauvaise employabilité. Donc, on va associer, on n'aura pas, notre diplôme n'est pas lié au travail qu'on fait. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose qu'il va y avoir en plus, c'est donc, notre CV va être au-dessus du poste qu'on est normalement censé vouloir. Ça n'a pas de sens.
c'est ça. Si, admettons, moi, je vais avoir une maîtrise, un doctorat pour un métier que ça prend juste un bac. Donc, ça, c'est vraiment trop. C'est le genre de choses qu'il va y avoir à cause de trop de diplômes. L'effet sur les non-diplômés est plus grave, je l'ai déjà dit. Donc, le DES, 100% signe en ligne. Le college, c'est 80% signe en ligne. Ça, c'est aux États-Unis. Il va parler aussi dans ce chapitre-là du employer learning. C'est là qu'on apprend que c'est vraiment le sheepskin effect à 200% qui va vous euh, départir des autres prospects des employés. Il va parler du Education Premium pour niveau national, niveau personnel. On se rend compte que au niveau national, les effets sont presque sont mitigés, tandis qu'au niveau personnel, c'est très fort. Donc, boosting national education slightly impoverishes countries rather than enriching them. Slightly negative to modestly positive. Donc, ça va pas très bien quand on analyse donc les données nationales niveau versus niveau personnel. Donc, plus l'éducation est subventionnée, plus qu'au niveau national, on est perdant. Donc, il faut qu'on comprenne ça là, un peu. Là. Chapitre 5, Who cares if it's signaling? Donc, ça, c'est les deux chapitres sur le rendement. Donc, les bénéfices de l'éducation. On va avoir le premier chapitre, ce chapitre-là, c'est les récompenses personnelles. Le deuxième, les récompenses sociales de l'éducation. Donc, ce que Kaplan va analyser, calculer, c'est des rates of return qu'on appelle, donc les retours, les bénéfices en retour, en taux de pourcentage d'intérêt. Donc, les bénéfices, les coûts, le timing. On va essayer d'éviter le double counting qu'on appelle, compter deux fois la même chose. Education Premium, frais de scolarité, salaire perdu. On va ajuster selon l'inflation. Donc, quand on fait tout ça, on se rend compte que 1% c'est mauvais, 3% so-so, 5% pretty good, 7% very good et 10% excellent. Donc, ça, c'est un peu l'échelle pour savoir si ça vaut la peine de faire X diplôme, le DES, le DEC, le bac, la maîtrise, le doctorat. Et là, il faut que tu ajoutes plein de coûts là-dedans. Là. Il y a plein de choses qu'il faut que tu rentres là-dedans. Donc, tu vas distinguer si c'est un sans-emploi en dehors du marché de l'emploi, rentrer les taxes, les transferts, la satisfaction de l'emploi, le bonheur, la joie-douleur d'aller à l'école, la santé, le bien-être, les frais de scolarité et autres dépenses, le salaire perdu, l'effet sur le mariage, qui est un des plus grands effets positifs du diplôme, c'est vraiment le mariage. Prendre en compte l'expérience avant que l'employé a, rentrer les jobs partiel durant le parcours scolaire, à temps partiel, les jobs à temps partiel, out-of-pocket costs, donc les coûts qu'on doit payer pour continuer l'éducation, si tu aimes, tu détestes l'école, l'effet sur les hommes, les femmes, et le plus important que les économistes du travail ne prennent pas en compte, c'est la probabilité de compléter le diplôme. Très important. Parce qu'en fonction, si vous êtes un bon moyen, très bon, excellent étudiant, vous avez plus ou moins de chances de réussir le diplôme. Et donc, ce qu'on voit au niveau du return, du return of la valeur à long terme des investissements en éducation, c'est un proxy, le diplôme, pour savoir ce quoi vous allez faire comme créer de valeur, productivité pour la société sur le long terme. Donc, c'est un excellent proxy. Education is less lucrative for the fair student, not to mention the poor student. Donc, si vous êtes simplement moyen, là, à moins que les étoiles soient alignées, essayez pas de faire un bac. C'est ça que ça veut dire. Euh, when you ignore my key doubts, ability bias, and completion probability, education is astronomically profitable. Donc, si tu retires le biais des habiletés et la probabilité de compléter le diplôme, oui, ça vaut la peine. Donc, si vous êtes bon, excellent étudiant, ça vaut toujours la peine. Le DES, c'est devenu un certificat d'employabilité.
au détriment des étudiants faibles. Donc, si vous êtes un étudiant faible, faites au moins un DEP, je vous le dis, ça sera profitable pour vous à long terme. Euh, il faut qu'on mette en valeur les plombiers, les soudeurs, les électriciens, toutes les professions de ce type-là qui demandent simplement un DEP, un AEC. Euh, pour les meilleurs rate of return. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus important. Les bacs, seulement si vous êtes un bon étudiant ou un excellent étudiant. Maîtrise doctorat, simplement si vous êtes un excellent étudiant et que vos étoiles sont alignées, vous n'avez pas de problème de financement, vous allez pouvoir travailler à tous les jours, tout ça. Une bonne diète, un bon tout ça. Il faut que tout soit aligné. Le payoff que vous allez avoir dépend du diplôme que vous choisissez. Euh, il y a un quality premium dépendamment de l'établissement, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce premium-là est surtout important pour le mariage. Donc, c'est le peer effect. Donc, le mariage, pour trouver une meilleure job, c'est les deux les causes qui vont vous pousser à aller dans un établissement scolaire plus prestigieux. Chapitre 6, We Care If It's Signaling, donc le point de vue social de la productivité et le retour social de l'éducation. Euh, on se rend compte donc que ça a un rapport au niveau de l'employabilité, les taxes, les transferts, la satisfaction au travail, le bien-être, la joie d'apprendre, l'expérience, la probabilité de compléter. Ça, c'est tout lié aux bénéfices de l'éducation. Il y a des glitches. Donc, le gros glitch, la surreprésentation des étudiants à besoins particuliers qu'on appelle, afin que les établissements scolaires aient plus de subventions du gouvernement. Donc ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont ADHD, déficit d'attention, vont inventer dyslexique, plein d'affaires de même pour avoir plus de temps pour finir leurs exercices, leurs examens. Small glitch, c'est on va rentrer dans le coût de l'éducation, ce que le gouvernement va donner en général, comme subvention par étudiant. Là. On va rajouter la nourriture à la cafétéria. Donc, ça, c'est genre plein de choses comme ça. Là. Puis là, on va dire, ben, on voyait, on donne plein d'argent à l'éducation. Mais c'est pas vraiment lié au rendement, ça. Donc, on va essayer d'expliquer si l'éducation qui est boostée, ça aide la croissance économique. At the national level, education seemingly does less for countries than individuals. It's not clear that education increases living standards at all, much less that education makes countries' living standards increase at a faster rate. Donc, il n'y a aucun chiffre qui. Ça, c'est 2018 le livre. Hein. Aucun chiffre qui démontre que ça, en boostant l'éducation, va booster la croissance. Sur l'effet sur la participation au marché de l'emploi, oui. Extra education reinforce the desire to work. Donc, plus qu'on va être éduqué, plus qu'on va avoir un désir d'aller travailler. Mais il y a des effets négatifs. Idlers get more than they produce via programs like Medicaid and Food Stamp. Donc, les programmes sociaux, par exemple, comme le logement subventionné et tout ce qui est comme assurance chômage, aide sociale, tout ça, là, les programmes de base, aussi au Canada, c'est les soins de santé universels. Ben, pour les gens qui sont retraits du marché de l'emploi, ils retirent plus qu'ils donnent et les ça c'est vraiment négatif. Là. Les travailleurs pauvres, eux, retirent moins qu'ils donnent à la société. Et là, c'est là qu'on est. Avec surtout la COVID, là, les travailleurs pauvres donnent plus à la société qu'ils en retirent. Et là, ça les met en colère de plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils se retirent du marché de l'emploi de plus en plus. On parle de Great Resignation depuis le début de la pandémie. On va rajouter aussi, pour essayer de prendre en compte les effets sociaux, donc la réalité sur le crime. Et on se rend compte que non, l'éducation n'a presque aucun effet sur le crime. En fait, on fait du triage, comme d'habitude, c'est les personnalités antisociales, psychotiques, schizophréniques, et on va rajouter quoi d'autre? Narcissique, puis en tout cas, toutes les personnalités qui vont être poussées à faire de la criminalité de base vont déjà avoir ces comportements-là au secondaire, au primaire, et vont eux-mêmes sortir du cycle académique.
Ce qui se passe, c'est qu'on a des politiques démocratiques qui poussent des phénomènes en éducation qui sont néfastes pour la société plus que positifs. Donc, ils sont positifs pour l'individu, pour la société, ça sert à rien. On se rend compte que les effets les plus importants, c'est vraiment le triage génétique. Donc, les bons parents vont envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles. Les travailleurs qui vont monter plus haut en éducation vont avoir des demandes plus difficiles. Donc, ils vont moins facilement vouloir redescendre. Et ça a des effets sur la fertilité. Donc, dans tous les cas, ça a des impacts plutôt mitigés au niveau de la société de pousser à l'éducation comme ça. Quand on compute, quand on analyse tout ça, là, les chiffres, donc le retour social, less than moins de la moitié des retours individuels. Donc, c'est vraiment le sheepskin, donc l'effet de la peau du mouton et le biais des habiletés qui rentrent en compte. Euh, et le gain social du diplôme serait seulement euh, plus important que le signaling si c'était un tiers signaling. Donc, peut-être dans certains diplômes professionnels, on pourrait avoir un nombre de compétences apprises qui est plus important que le signaling afin que la théorie sociale du capital humain soit vraie. Sinon, en général, c'est faux. Donc, chapitre 7, White Elephant in the Room. Donc, après avoir vu à quel point la société n'est pas gagnante de trop donner de valeur à l'éducation, on se rend compte que les politiques publiques sont poussées par l'irrationalité des contraintes budgétaires et sont éblouis par un mirage de positive externalities, donc des externalités positives. Donc, ils vont faire plus d'argent, plus de lois, plus de structures, plus de taxes, plus de redistribution, plutôt que de désinvestir et de trouver des bons programmes pour développer la main-d'œuvre. D'une certaine manière, notre système, on a un système qui crée comme un genre de religion. Schoolcraft as Salescraft. 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 Donc, l'éducation comme la manière de se forger une identité, un soulcraft. Notre âme s'exprime par notre diplôme. C'est une religion qui amène l'inflation des diplômes, des pénuries de travailleurs dans des emplois plus basses dans l'échelle sociale, plus de gens en dehors du marché de l'emploi, et le dernier, personnel, que j'adore, c'est le meilleur avec Kaplan est d'accord avec moi, il dit euh, le système d'éducation, le système de santé aussi qu'on pourrait dire, sont devenus des léviathans, sont devenus trop gros, trop fondés par le public. Aux États-Unis, c'est 80% du système d'éducation qui est fondé par les taxes. Et ça fait qu'on a des distorsions sur qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait faire avec l'éducation. On pousse à toujours mettre plus d'argent quand on devrait plutôt retirer et essayer de monter les standards pour pousser les gens vers des chemins plus productifs pour la société et plus productifs en fonction de leurs propres intérêts individuels. Donc, on devrait éviter de gaspiller des ressources et les utiliser de manière plus sage. Euh, donc, Kaplan parle de séparation de l'école et de l'État. Je suis d'accord. Même chose en santé. Pousser les gens à utiliser plus des vouchers que des financements mur à mur. Donc, les vouchers, c'est on a un voucher par étudiant, par enfant qu'on a chez nous. Et là, dans notre village ou dans notre quartier, à 20 enfants, on crée une classe ou une école ou peu importe. Et on va pouvoir choisir quel type de scolarisation on va vouloir. Euh, il faut qu'on sorte le ministère de l'Éducation. Il faut qu'on coupe du gras dans les programmes
Sur tous les programmes intersectionnels, il faut que ça s'en aille. Sciences sociales, plein de trucs comme ça, là, sciences humaines. Il faut qu'on cible plus vers les professions et les skills de base. Donc lecture, écriture, compter, mathématiques. Euh, Monter les standards pour rentrer au bac, rentrer au DEC, rentrer à la maîtrise. Euh, Couper les subventions avant de désinvestir. Donc tant qu'il y a des subventions, on est capable d'enlever les subventions. Et le définancement va se faire tout seul. Et en général, ça c'est aux États-Unis, là. Il y a une surdiplomation d'environ 20%. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres ici, mais ça c'est très important. Donc, il faut qu'on apprenne à redonner de la valeur au diplôme secondaire et donner une opportunité plus forte à ceux qui ne sont pas capables d'atteindre ce standard-là. Si vous êtes contre l'école qui forme des travailleurs conformistes, arrêtez de demander à l'éducation, au gouvernement de subventionner l'éducation. Chapitre 8, 1 est plus grand que 0. We need more vocational education. Ça, c'est donc le chapitre sur le développement des DEP. Nous avons un bon système. Celui qui est un petit peu meilleur, c'est le système allemand. On doit miser de plus en plus sur ça et redonner aux écoles secondaires leur importance pour apprendre les skills de base, les compétences de lecture, écriture et mathématiques. C'est un excellent exemple, c'est mon petit frère. Mon petit frère, il avait beaucoup de problèmes dans son parcours au secondaire. Son prof pensait même qu'il était idiot. Euh, donc, ils l'ont mis dans l'apprentissage de profession. Il a fait pour de secondaire, je pense, 3 jusqu'à secondaire 5. Il a fait 3 ans à travailler comme vendeur. Et là, aujourd'hui, il est en train de terminer son DES aux adultes. Et il a jamais arrêté de travailler. Et là, il fait genre 60 000 par année en travaillant comme vendeur en télécom pour des forfaits cellulaires. Donc, et son parcours, il n'est pas fini. Il fait juste commencer. Là, il a genre 22 ans. Si un jour veut continuer à aller au cégep, faire des cours plus liés à la gestion pour monter encore plus, l'éthique de travail qu'il a appris en le faisant a battu toutes les expériences qu'il aurait pu avoir en le forçant à aller à l'école. Chapitre 9, Nourishing Mother. Donc, c'est le dernier gros chapitre. Après ça, le dernier chapitre, c'est des discussions, le chapitre 10, où il remet en tous les concepts qu'il a développés dans des discussions qu'il a eues avec des gens. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire de l'éducation postsecondaire efficace? Ça prend du bon contenu, qui ne va pas être du contenu de prof, de la bonne pédagogie de prof, cette fois-ci, et des bons étudiants. Donc, des étudiants qui veulent être là. Là, vous allez avoir tout pour créer une vraie élite, ce qu'on n'a pas présentement. Il parle un peu dans ce chapitre-là de la machine à mérite qu'on appelle l'éducation sur Internet. Ça va rester un truc de niche. C'est très mal vu. C'est pas. Essayez pas de flasher vos diplômes sur Internet si vous essayez d'avoir une convocation pour une entrevue. C'est plutôt encore une fois un signal hétérodoxe. Vous n'êtes pas capable d'aller dans la vraie université. L'argument des humanités, des humanistes, instruire la plèbe est faux parce qu'Internet a rendu le savoir presque gratuit et ça ne change rien. L'offre est tellement immense que trop d'informations, c'est pire que pas assez. Ça fait qu'on se rend compte que c'est vraiment l'apathie qui règle les comportements des classes de la plèbe, plus que la colère, le ressentiment ou le cynisme. Donc, rendu là, les profs sont fâchés parce que là, ils vont dire, ben là, c'est mon leadership qui a un peu poussé certaines personnes à se dépasser. Fait que là, on va essayer de trier, voir si c'est le leadership ou plutôt le peer effect. C'est plutôt le peer effect, c'est plutôt l'effet de groupe que l'effet du prof. Donc, plus votre cohorte va avoir euh, des statuts sociaux, des individus qui ont du haut statut sociaux, plus que vous êtes capable d'avoir des bons emplois dans la cohorte en particulier, plus que c'est expliqué par le réseau que vous avez créé, vous, quand vous étiez en éducation. Oui,
L'éducation a un effet sur l'attitude, les comportements, mais très mild, donc très faible. Oui, l'éducation pousse des changements d'attitude et de comportement, mais sur plein de dimensions différentes. Et en général, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez être plus socialement libéraux plus vous montez en éducation et plus économiquement conservateur. C'est ce qui se passe. Et là, il y a un beau petit chapitre sur le nombre de profs, une partie du chapitre sur le nombre de profs qui sont des profs gauchistes. C'est validé. Dans les sciences sociales, il y a jusqu'à 18% de profs qui sont des marxistes qui se revendiquent ouvertement. Donc, c'est ça. C'est vraiment euh, le dernier effet. Well educated are less religious theologically, more religious sociologically. Donc, plus vous allez monter en éducation, moins vous allez être spirituellement dans votre religion, mais plus vous allez être socialement dedans. Donc, vous allez avoir des gens qui vont vouloir aller à l'église, même s'ils ne sont pas croyants, même s'ils sont, par exemple, devenus athées ou agnostiques. Ben, ils vont quand même y aller parce que socialement, c'est bien de continuer à perpétuer euh, la mixité sociale et de croiser les gens différents dans notre communauté. Et donc, ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que à part le sheepskin et le peer effect et les ability bias, donc le biais des habiletés, la peau de mouton et le... Je viens de l'oublier, en tout cas. L'effet les plus importants sur votre niveau de scolarité, ça va être sur votre qualité en tant que membre masculin ou féminin des cohortes de personnes qui vont devoir s'accoupler un jour, donc se marier. Donc l'effet sur le diplôme, l'effet de l'éducation sur le mariage est le plus important. Plus vous allez être diplômé, plus vous allez être porté à vous marier et moins à divorcer. Et la pire catégorie sociale que vous pouvez essayer de marier, c'est des gens qui ont essayé d'avoir un diplôme postsecondaire et qui ont raté. Donc, il y a moins de mariages et ceux qui sont mariés sont plus divorcés. Donc, c'est avec l'effet sur la fertilité, les deux effets les plus importants. Et la fin du chapitre et donc du livre remet encore une fois en jeu l'importance chez les enfants de l'apprentissage social par le jeu. C'est quelque chose que j'ai souvent parlé sur les réseaux sociaux, donc parler sur au niveau psychologie développementale des enfants. L'apprentissage par le jeu, c'est là qu'on apprend à créer des projets communs. Donc, on se fait des amis, on se fait des associations. Et le plus important, c'est apprendre à gérer des conflits, des situations conflictueuses, des situations où il y a de l'agression, des situations où il y a des enjeux moraux importants. C'est dans ces situations sociales-là que les enfants se développent. Quand il y a un adulte, il y a un transfert qui se fait. On donne l'autorité à l'adulte pour régler, arbitrer le conflit. Et c'est ce qu'on veut pas. On veut que les jeunes aient à délibérer et légitimer une norme sociale via leur propre délibération. C'est eux qui doivent apprendre à résoudre leurs problèmes. Et quand ça arrive pas, il y a une cassure qui se fait dans la psyché des générations. Ça fait des générations qui sont pas capables de devenir adultes. Ils ne sont pas capables de passer du moment où les où il y a une période d'apprentissage, essai-erreur et plus de jeux, à un moment où on doit prendre en charge des responsabilités. Et donc, à cause de ce manque de transition-là, on a des adolescents, des tanguis, des gens qui sont euh, très remplis de ressentiments, sont pas capables d'avoir une bonne hygiène de vie et psychologiquement, ils sont instables. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas appris à euh, fonctionner de manière
complète comme adulte. Donc, c'est la dernière chose que je peux vous dire dans ce podcast-là. Euh, Si vous voulez sortir du trou dans lequel vous êtes socialement, si vous voulez vous hisser un peu euh, au niveau de votre position sociale actuelle, vous devez, euh, que ce soit, peu importe la manière que vous allez faire, le parcours que vous allez avoir, vous devez prendre de nouvelles responsabilités, des nouvelles charges, et plus vous allez en prendre des lourdes, plus vous allez développer votre potentiel, et plus vous allez donc développer votre potentiel, plus vous allez pouvoir prendre des charges lourdes. Et là, petit à petit, votre jardin va grossir et là, tout le travail que vous avez mis là-dedans va être pris en compte, que ce soit socialement, économiquement, professionnellement. Et c'est là, quand vous allez être rendu capable de générer, de capter cette énergie-là ou d'avoir des projets qui vont capter cette énergie-là, plus vous allez être vu, vous allez euh, tout seul émerger de votre trou. Donc, c'est ce que je peux vous dire de plus gros. C'est vraiment, faut prendre une chose à la fois et après ça sortir. Si vous avez aimé et le contenu que je produis, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin du financement de mes fans, mes spectateurs, mes partisans. J'ai besoin de vous aussi pour partager le contenu. C'est très important. Donc, le liker, abonnez-vous à ma chaîne, envoyez le podcast en privé ou sur votre page Facebook. Dites-vous, expliquez pourquoi c'est important d'avoir des euh, point de vue alternatif sur les médias aujourd'hui en 2021. Pourquoi c'est important de mettre en avant des gens qui consultent des bonnes références, publicisent toutes les sources qu'ils vont utiliser et vont être capables de mettre en contexte ce qu'ils vont apprendre en particulier et à le généraliser pour des descriptions qui sont applicables à d'autres contextes. Parce que c'est là qu'on est rendu. On est rendu à une époque dans des civilisations humaines où il y a beaucoup trop d'informations pour qu'on apprenne tout en même temps. On est obligé de faire en sorte qu'il y ait des tiers parties qui vont faire une partie du travail. Donc, et si vous aimez le contenu que je produis, j'ai besoin de vous pour que ça continue. Vous pouvez utiliser la plateforme GoFundMe, PayPal. J'ai aussi, vous pouvez m'envoyer un virement par courriel, yann.rojdi à commercialgmail.com, tout en minuscule, donc yann.roshdy. Vous pouvez m'envoyer aussi par Odyssey, par Minds. Vous pouvez vous suivre mes podcasts sur Odyssey, sur Rumble, sur YouTube. Donc, toutes ces sources-là sont dans la description du podcast, que ce soit sur YouTube ou les autres. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine. La semaine prochaine, je pense que je vais parler du sommeil, mais je ne suis pas certain. Fait que Why We Sleep de Matt Walker, je pense que c'est ça que je vais parler. Et donc, une bonne semaine.